Bienvenue dans Nada to Data, le podcast qui rend l'utilisation des données accessible aux professionnels du milieu culturel, sans jargon et sans pression. Je suis Karine Ramani, consultante et formatrice en marketing numérique et analyse des données. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois avec un grand plaisir Kim Marsollet, directrice communication, marketing et partenariat à Culture Trois-Rivières. On ne va pas parler d'un outil miracle ou d'un tableau de bord impressionnant aujourd'hui. On va parler de changement. Pas juste dans les outils, mais dans la façon de penser et de travailler ensemble. Kim nous raconte comment elle et ses collaborateurs ont aidé son organisation à passer d'un fonctionnement plutôt intuitif à une pensée plus structurée basée sur les données et les processus, mais toujours avec du bon sens. Alors, c'est parti pour notre échange aujourd'hui. Alors, Kim, merci d'être là parmi nous. Alors, pour commencer, comment te présentes-tu? Comment tu présentes Culture Trois-Rivières et ton rôle dans cette organisation? Alors, Culture Trois-Rivières, c'est une grande organisation culturelle qui intervient sur la vitalité culturelle sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. On est une organisation mutualisée qui diffuse des programmations dans trois grandes disciplines, donc en art de la scène, en patrimoine et en art visuel, à travers plusieurs lieux. On gère 4 salles de spectacle, 2 musées, 2 centres d'exposition et on se plaît bien à considérer le territoire de la ville de Trois-Rivières, donc les hors-les-murs, comme un lieu supplémentaire dans lequel on intervient. On intervient donc avec des principes d'accessibilité, de durabilité, d'inclusion. Donc, comme je le dis, là, c'est une vaste organisation Culture Trois-Rivières. Et mon rôle chez Culture Trois-Rivières, c'est donc de piloter, d'être la chef d'orchestre d'une équipe de 10 personnes, d'experts en communication et en marketing. Moi, j'interviens surtout pour tisser des liens profonds avec nos publics, les comprendre mieux pour mieux intervenir auprès d'eux. Donc, chaque projet qu'on fait chez Culture Trois-Rivières ait le maximum d'impact, comme tu as dit dans ton introduction. Merci Kim pour cette belle présentation. Alors, je sais que ça fait quelque temps que tu es à Culture Trois-Rivières, mais quand tu es arrivé dans ce poste, qu'est-ce qui t'a marqué dans la façon dont l'organisation fonctionnait? Alors, bon, comme on sait, la pandémie a fragilisé beaucoup notre milieu. Je suis arrivée chez Culture Trois-Rivières post-pandémie. On venait tout juste d'avoir l'autorisation de rouvrir les lieux culturels à pleine capacité. Il y avait eu beaucoup d'opportunités de financement durant cette période-là pour soutenir le milieu. Et donc, j'arrivais à un moment où beaucoup de financement avait été accordé à plusieurs projets. Je pense à la rénovation de notre salle de spectacle principale. L'équipe des arts visuels développait une nouvelle exposition qui s'adressait à la jeunesse, donc en art actuel, sur la thématique de la diversité corporelle. On avait un nouveau projet de croisière immersive en patrimoine sur le Saint-Maurice, une expo permanente. Alors, tu vois, il y avait de nombreux projets et spécifiquement dans mon équipe, on travaillait au développement d'une nouvelle plateforme de marque et à la refonte du site web. Donc, le cahier de charge était bien rempli. Je sentais qu'il y avait donc beaucoup d'opportunités, des belles opportunités, mais tout ça, c'était soutenu par une planification stratégique vraiment ambitieuse, mais ça pouvait pas, on pouvait pas, l'équipe de communication et marketing, on est souvent un goulot dans les projets. On pouvait pas livrer tous ces chantiers-là en même temps dans les échéanciers qui étaient prévus. Donc, il y avait beaucoup de pression à mon arrivée chez Culture Trois-Rivières. Heureusement, au fil du temps, le comité de direction a pris des décisions qui ont fait en sorte qu'on a repositionné dans le temps certains projets, ce qui nous a permis là, de tous les mener à terme euh, de, dans des bonnes conditions, je dirais, malgré tout. Là, tu m'as parlé de revoir un peu l'échéancier, mais toi, par quoi t'as commencé quand t'es arrivé à Culture Trois-Rivières? Alors, quand je suis arrivée, il y avait, bon, comme j'ai dit, beaucoup de projets
aussi des postes vacants, des absences. Mon équipe, elle était fragile. Et puis, mon poste était nouveau. Il n'y avait pas de direction dans cette équipe-là. C'était géré par une autre personne du comité de direction. Donc, beaucoup de changements en peu de temps, une équipe fragile. Et suite à mon arrivée, il y a eu deux départs de façon assez précipitée et rapprochée. Alors, on m'avait parlé de restructuration de l'équipe pour ajouter de la profondeur, mais là, on n'était plus en restructuration, on était vraiment en reconstruction. Donc, on s'est permis, avec les gens qui restaient, de rêver une structure différente. On est parti avec un tableau blanc. L'objectif, c'était donc d'amener de l'agilité, donc de solidifier l'opérationnel, d'amener de la polyvalence aussi pour que chaque fois qu'il allait avoir un départ, on n'allait pas subir une perte d'expertise ou de connaissances ou de mémoire organisationnelle. Donc, de vraiment solidifier la fondation à ce niveau-là pour qu'on puisse continuer à progresser parce que, on va pas se le cacher, les conditions qu'on offre, elles sont bonnes pour le milieu culturel, mais on peut pas compétitionner avec le privé particulièrement au niveau salarial. Donc, c'était clair pour nous que le taux de roulement dans mon équipe, il allait être plus grand que dans d'autres équipes chez Culture Trois-Rivières. Donc, il faut en tenir compte dans les décisions qu'on prend pour s'assurer qu'on maintient en fait les services de base, puis qu'on ajoute de la profondeur dans la réflexion stratégique. Et donc, un des grands changements qu'on a fait à ce moment-là, et là, c'est le sujet de ton balado, Karine. Euh, on a, on a ajouté, clarifié des rôles et responsabilités par rapport aux données, mais pour l'ensemble des intervenants de mon équipe. Donc, tant au niveau opérationnel, tactique que stratégique, dans chaque description de tâche, il y a des tâches reliées aux données, que ce soit de les collecter, les interpréter, prendre des décisions sur les données. Tout le monde doit en tenir compte dans mon équipe. Alors qu'avant, c'était plutôt la responsabilité d'une personne. Alors on était très fragile si cette personne-là quitte. L'expertise part avec la personne. Maintenant, tout le monde intervient au niveau des données dans mon équipe. Ça l'amène beaucoup de... On mesure tout ce qu'on fait et on prend des décisions beaucoup plus éclairées maintenant. Mais en fait, moi, je trouve que non seulement tu évites de faire tout reposer sur une personne, mais tu partages le savoir. Et quand tu partages le savoir, euh, tu fais monter en compétence l'ensemble de l'équipe sur la culture des données. Donc, tu crées aussi une synergie d'équipe qui est différente parce qu'ils partagent des problématiques communes et des défis communs par rapport à des nouvelles tâches. Oui, exactement. Chaque personne dans l'équipe intervient sur des projets en particulier. Donc, ils collectent et analysent des données spécifiques à leur projet. Mais la fois suivante, ils vont travailler sur un autre aspect du tunnel de conversion. Et donc, ils peuvent se référer à leurs collègues justement pour valider quels ont été les apprentissages, c'est quoi la manière de faire les rapports, de nos réditions, d'analyser tout ça. Donc, effectivement, c'est l'ensemble de l'équipe qui augmente en compétences. Tu te souviens en fait quand on a fait notre entretien préliminaire, tu m'as parlé d'un système pour mieux gérer les projets. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous fonctionnez aujourd'hui et qu'est-ce que ça Oui, change concrètement? ça change beaucoup de choses. Il y avait déjà une prise de conscience avant mon arrivée que le volume d'activité amenait un certain essoufflement. Donc, il y a un processus de qualification de projet qui a été mis en place et qui a été déployé au moment où j'arrivais chez Culture Trois-Rivières. Donc, ce processus-là nous permet de mesurer les bénéfices et les efforts nécessaires. Donc, on regarde les bienfaits sur le public, les alignements stratégiques de chacun des projets, mais aussi le volume d'efforts qui va devoir être mis en place en fonction de différents critères. Et ça nous permet ensuite de prioriser les différents projets. C'est le premier processus Lean de façon transversale qui a été implanté chez Culture Trois-Rivières. C'est un processus qui s'améliore à chaque année. On n'est pas au bout de cette amélioration-là, mais ce que ça a comme impact, c'est que ça l'amène plus de clarté justement sur quelles sont les priorités et quels sont les projets pour lesquels
on va peut-être accorder moins de ressources parce qu'ils sont moins prioritaires. Donc, les attentes de tout le monde sont claires dès le départ. Ben, comme je l'ai dit plus tôt, nous, on est un goulot souvent parce qu'on est impliqué dans beaucoup de projets, beaucoup de stratégies de communication, de mise en marché, que ce soit à l'externe pour nos publics, mais aussi des fois dans la communication interne. Donc, ça permet, moi, de venir positionner mes enjeux en fonction de chacun des projets, d'avoir les bonnes discussions en amont du démarrage. Et puis, c'est ça, d'essayer de maximiser, dans le fond, l'impact de tout ce qu'on fait. Bref, j'y crois beaucoup à ce processus-là Ah, c'est qu'on a mis. fantastique. Ouais. Je me souviens, en fait, quand on en parlait, ce que je trouvais fabuleux, c'était que tu avais des ressources fixes. Je veux dire, on ne peut pas étirer les ressources. Elles sont humaines, elles ont X nombre d'heures dans la semaine, X nombre d'heures dans le mois. Et voilà ce qu'on est capable de faire avec ces ressources-là. Et comment on organise ces ressources en fonction des priorités. Parce que c'est vrai que, en fait, le marketing, communication, tu arrives en bout de chaîne. Tu arrives, tu es un centre de service. Donc, tout le monde fait ses petits projets de son côté, puis arrive chez toi puis te disent, ben voilà, maintenant j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Mais souvent, tu arrives et puis tu es un peu déconnecté du début. Je pense qu'aussi, ça t'a pas permis de reconnecter avec le début du projet. Donc, quand tu dis Lean, c'est transversal, euh, est-ce que ça a changé quelque chose dans la perception du service auprès des autres, en fait, auprès d'ouvrages ou des donneurs de projets? Ah, ça a changé beaucoup de choses. Tu viens de le dire, en fait, maintenant dans notre processus, il y a une rencontre obligatoire avec moi au début du projet de qualification. Ça me permet donc de comprendre où ils s'en vont, de poser les bonnes questions sur les objectifs, de déjà commencer. Des fois, les projets ont des objectifs de programmation, donc moi, je viens poser des questions par rapport au public, positionner, commencer à réfléchir à quels seront les objectifs de communication et de marketing très tôt dans le processus. Donc, c'est plus facile pour moi après de bien accompagner mon équipe quand on sera rendu en période d'exécution. Il y a un grand changement que ça a amené, ce processus-là, c'est-à-dire qu'avant, on ne tenait pas compte des projets de changement dans notre capacité organisationnelle. On mène de grands changements chez Culture Trois-Rivières. On a des grands changements en termes de transformation de mode de gestion. Il y a tout le volet de la transformation numérique, évidemment, là, c'est dans l'air du temps. Mais faire des transformations comme ça finit par changer la culture organisationnelle. C'est des changements en profondeur qui prennent du temps. Prendre du temps pour faire ces changements-là quand on a un cahier de charge ultra rempli de projets de programmation, parce que c'est ça notre mission, ça fonctionne plus à un moment donné. Donc maintenant, ces projets de changement-là, on les qualifie aussi dans notre processus de qualification de projet. On mesure l'impact qu'ils auront. Est-ce que c'est des changements qui sont à la hauteur d'une seule direction? Est-ce que c'est des changements qui sont transversaux? Donc, plus les changements ont une portée grande dans l'organisation, plus ils vont prendre du temps. On les démarre au moment où on est capable en termes de capacité maintenant. Donc, ça, c'est révolutionnaire là, chez Culture Trois-Rivières de tenir compte de ça. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive maintenant à faire des changements plus rapidement et avec l'impact souhaité. On tient compte des bonnes pratiques en termes de gestion du changement, je dirais. Tu dis que c'est innovant chez Culture Trois-Rivières, je trouve que c'est innovant tout court, quoi. En fait, tu mets une culture de la donnée, tu sais, parce que c'est sûr qu'on parle de culture de la donnée vraiment en performance, est-ce que on a fait une bonne campagne, est-ce que ça fonctionne bien, euh, mais ça va beaucoup plus loin que ça, la culture de la donnée. Là, tu es en train de monter la culture de la donnée à un plus haut niveau. On quantifie, on mesure à peu près tout finalement. Et ce de quantifier, de mesurer, ça nous permet de prioriser et puis après d'ajuster nos ressources en fonction de ce qu'on a besoin. Et c'est ça que je trouve fabuleux. Et c'est pour ça que j'étais hyper enthousiaste de notre entretien
entretien aujourd'hui parce que tu amènes autre chose. La culture de la donnée, ça se fait à tous les niveaux. Puis surtout, en fait, je parle à des équipes. Alors vous, vous êtes une plus grosse équipe, mais je sais que moi, il y a beaucoup de mes clients où c'est un responsable marketing, communication qui fait tout. Et donc, bah voilà, à un moment, le couteau suisse, il a ses limites. Et en fait, de mettre cette culture de données, pense qu'elle va être intéressante à la mettre même dans des toutes petites organisations, parce que c'est vachement important de gérer le temps d'une personne qui fait tout. Et le temps, il a une durée finie, il n'est pas Mhm. infini. Donc, Exactement. Peut-être que je c'est... peux Ouais, préciser, Karine, oui, avant que tu me poses oui, une autre question. Justement pour les auditeurs, on n'a pas fait ça de façon ultra scientifique oui, avec plein de technologies. Euh, Au départ, on a collecté dans chacune des équipes, en mm, termes de journée, le temps passé sur certains projets. ouais, C'était très imparfait comme outil de mesure. mm, On s'était basé sur la perception des gens de bon, ben, sur tel projet, j'ai passé 10 jours dans mon année. Bon, sauf que ça a quand même pu nous donner un mm, portrait mm, de la capacité des oui, gens par rapport à chacun des projets. Et on avait certaines perceptions qu'on était en surcharge. mm, Mais là, on a pu mettre des chiffres sur cette ouais, perception-là. Et quand on refait l'exercice une année plus tard, on peut valider mm, s'il y a eu de l'amélioration en ouais, fonction des décisions mm, qui ont été prises. C'est intéressant, ça, de le faire de cette façon-là. Et c'est à la portée de toutes les organisations de faire ça, là. Ça prend pas un doctorat pour faire cette collecte de données-là. Puis ça commence à bâtir une connaissance mm. de ce qui se passe dans l'organisation pour prendre des meilleures décisions par la suite. Donc, n'importe quelle petite organisation peut appliquer ce principe-là. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Au départ, c'est juste de noter ce qu'on fait dans la journée et puis du temps qu'on met sur certaines tâches. Euh, il y a une perception assez erronée que, par exemple, une infolette, ça met 1 heure, hein. Donc, c'est de documenter un petit peu plus tout ce qu'on fait, de le noter. Il y a un petit outil qui est super utile, je ne sais pas si tu le connais, c'est Toggle, Ah, non. T-O-2-G-L, qui permet en fait de monitorer un petit peu le temps de ce qu'on fait. On constate quel temps on met où. Et après, on est capable effectivement de dire, ah bon, on met plus de temps là, donc après, on est capable d'optimiser ce qu'on fait. Exactement, exactement. Est-ce qu'il y a eu un impact dans le quotidien de ton équipe? On a parlé justement de l'impact sur la façon dont les décisions sont prises, sur la façon dont les projets sont alloués, mais au quotidien, le day-to-day de ton équipe, est-ce que ça a fait qu'ils se sont sentis mieux, plus allégés, qu'ils savent mieux où est-ce qu'ils s'en vont? Les grandes priorités sont beaucoup plus claires. Mhm. Donc, plus facile de prendre des décisions. Quand on se sent débordé, on les connaît, les grandes priorités. Donc, on peut se les rappeler et ensuite prendre des décisions en conséquence pour gérer notre to-do Ouais. opérationnel, c'est Mhm. sûr. Ça, c'est bien. Évidemment, mon équipe te dirait sûrement qu'il y a encore du chemin à faire par rapport à ça. Ils ont raison. À un niveau parfois un petit peu plus tactique et Ouais. opérationnel, on a besoin d'un peu plus de clarté. Mais ça s'en vient. Ouais. Donc, c'est de l'amélioration continue, hein. Ça, c'est vraiment, en tout cas dans l'équipe communication marketing, c'est vraiment une culture de Mhm. notre Ouais. organisation. On est en amélioration continue constante. On mesure ce qu'on fait, on prend des décisions, on s'ajuste, on apprend sans arrêt. Donc, c'est plein de petits gestes qui font en sorte que quand on regarde d'où on partait et où on est rendu, l'évolution, elle est incroyable parce que ça se fait au quotidien. Bah oui, mais de toute façon, ça se fait pas en un jour. Et puis là, on rejoint l'épisode de Jean-François qui a mis 8 ans à mettre énormément de choses en place. La gestion du changement, ça se fait pas en un jour. Et puis, comment l'équipe a accueilli ces changements de finalement d'allocation des ressources, de gestion des projets? Est-ce que, tu vois, ils ont fait partie du changement? Est-ce qu'ils étaient enthousiastes dans ces changements? On essaie d'impliquer le plus possible nos équipes dans Ouais, les changements. Comme Culture Trois-Rivières, c'est une vaste ouais, organisation. Il faut trouver une façon de bien communiquer tout ça pour faire du sens avec ce qu'on fait. On est très imparfait à ce niveau-là, comme toutes les organisations. Je pense que c'est pas
C'est pas clair pour tout le monde tout le temps pourquoi on le fait de cette façon-là. Arrimer les objectifs de plan d'action, par exemple d'une direction en patrimoine avec celle de la direction des arts de la scène, c'est un défi. Parce qu'on a des obligations en lien avec nos bailleurs de fonds, on a des obligations avec envers la ville de Trois-Rivières. On est un organisme mandataire de la ville, donc arrimer tout ça, c'est un grand défi. Communiquer les décisions qui sont prises par rapport à ça, c'est aussi un grand défi, mais je pense qu'on essaie toujours de s'améliorer, puis au fil du temps, je sens qu'on y arrive. Nos employés, ils sont consultés constamment, donc ils ont un pouvoir d'influence sur tous ces mécanismes-là qu'on met en place. Et puis, tu sais, de partir de la prémisse, on est totalement imparfait, mais on essaye d'aller dans une direction, on essaye de changer. Je trouve que c'est déjà la bonne direction. Alors, on Mhm. a parlé un peu de gestion, de changement, dans les processus, dans la façon de faire, dans l'organisation. Mais là, en fait, on va parler, tu sais, c'est quand même mon sujet chouchou, mon sujet, que j'aime le plus, c'est comprendre ton public et le fidéliser. Alors, la question que j'ai envie de te poser, mais c'est à quel moment la fidélisation est devenue un vrai chantier pour vous? Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé, qui a fait en sorte que vous avez voulu mettre en place un chantier tel que la fidélisation? Ah, c'est mon sujet préféré à moi aussi. Alors, en fait, c'est clair pour moi que la fidélisation, c'est la priorité numéro un depuis de nombreuses années parce qu'on sait que fidéliser, ça coûte beaucoup moins cher qu'acquérir des nouvelles clientèles. Moi, je sens une grande responsabilité d'optimiser chaque dollar dépensé en marketing pour qu'il rejoigne le bon public et que nos programmations aient un impact dans la communauté. J'y crois profondément que les arts et la culture, ça transforme des vies, ça transforme des communautés. Donc, c'est mon why à moi, c'est ce qui me motive chaque matin quand je me lève. Donc, la fidélisation, j'avais vraiment envie que ça devienne un sujet important chez nous. Alors, l'avantage qu'on a chez Culture Trois-Rivières, c'est qu'on collecte des données dans plusieurs disciplines, dans plusieurs lieux. Donc, on peut avoir un portrait très riche du comportement des consommateurs culturels parce que moi, je crois au tunnel de conversion. Le consommateur culturel ultime, c'est un insatiable qui est omnivore. Donc, on réfléchit nos tactiques et nos stratégies en fonction de cultiver un plus grand nombre d'insatiables omnivores dans notre communauté. Et chez Culture Trois-Rivières, on peut avoir un portrait de leur parcours, mais sur l'ensemble de leur vie. De la petite enfance jusqu'à la retraite et la fin de la vie culturelle, quand les gens arrêtent de consommer parce ils, ils sont rendus là dans leur vie. Donc, nous, on peut avoir ce portrait-là parce qu'on collecte ces données-là. Bon, c'est imparfait, mais on commence à le faire de mieux en mieux et c'est très riche. Donc, on a commencé le chantier de la fidélisation officiellement en janvier. Donc, ça faisait presque 3 ans que j'étais en poste. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Mais pourquoi on a commencé en janvier? Ben parce que le chantier de la fidélisation, on l'a qualifié dans notre processus de qualification de projet Hmm. et donc on a pu le démarrer dans les bonnes conditions et au bon moment. Donc, c'est un chantier qui arrive pas comme un dossier supplémentaire, mais c'est un chantier qui est voulu, qui est pensé, qui a mis un bon moment, compte tenu de votre timing, de vos ressources. Ça, c'est quand même fou. Donc, c'est un chantier transversal qui a une place particulière dans vos emplois du temps. Exactement. C'est sûr que là, on l'a travaillé, ben, on a eu une chance incroyable, c'est qu'un de mes collègues terminait son MBA et il m'a proposé de collaborer sur ce projet-là pour son projet synthèse de MBA. Donc, c'est une ressource incroyable qui nous a vraiment aidé à avancer plus vite et plus loin dans ce projet-là. Donc, en termes de timing, il y a ça dont il faut tenir compte. L'équipe restreinte qui a collaboré à ce chantier-là, il me le disait souvent, ouf, ça nous prend du temps, on a d'autres priorités, on aimerait passer notre temps peut-être sur autre chose, mais
on voit la pertinence, on comprend Ouais. l'importance de ce qu'on est en train de faire, on comprend pourquoi tu priorises ce projet-là euh, au détriment peut-être d'autres choses de nature un petit peu plus opérationnelle. Il y a un grand potentiel de changement grâce à ces réflexions-là. Donc, oui, évidemment, est-ce que ça arrive 100% au bon moment? Bon, parfois non, euh, mais c'est une priorité. Bah, moi, je dirais que c'est prioriser l'important versus l'urgent. Exactement. Ouais. T'as tout compris. Alors, ma première question sur la fidélisation, ça va être comment vous avez fait pour mieux comprendre vos publics? Est-ce que vous avez utilisé des données, des sondages, des échanges? D'où vous êtes parti et comment vous avez fait en fait? Parce que souvent on pose des hypothèses, on lève le doigt en l'air, on se dit mon public il est comme ça. Bon, tu sais bien, Oui. Kim, me connaissant, que ça fonctionne pas avec moi. Mais vous vous êtes basé sur quoi? Je te connais un petit peu, je sais que t'as pas levé le doigt en l'air non plus. Alors, on a mené trois réflexions en parallèle qui ont fini par se nourrir entre elles. Donc, on a commencé par faire une revue de la littérature Ouais. scientifique sur la fidélisation et le marketing relationnel. Donc, quels sont les derniers constats des spécialistes sur ces grandes thématiques-là? Puis, on est allé chercher des études de cas aussi pour s'inspirer. Donc, on est venu s'appuyer sur les fondamentaux, en fait, de la fidélisation et du marketing relationnel. En parallèle, on a fait un benchmark des meilleurs programmes de fidélisation de notre point de vue, tant au Québec qu'à l'international, tant en culture que dans d'autres secteurs d'affaires, pour venir tirer des constats de ce qui nous apparaissait être les meilleures pratiques actuelles dans le marché. Et par la suite, on est venu faire une collecte et une analyse de données. Donc, on a mis à jour notre segmentation RFM. Donc, là, ça, c'est basé sur nos données à nous, transactionnelles. On s'est attardé d'abord, en fait, tout ce grand chantier-là, il est d'abord fait avec nos données de spectateurs, parce que le milieu du spectacle, c'est là où on a le plus de données, le plus de revenus et le plus de dépenses. Donc, on veut agir là où ça aura le plus d'impact. Mais toutes ces réflexions-là sont toujours réfléchies dans une perspective où, dans le temps, on va venir ajouter les données de nos visiteurs de musées et de centres d'expo, donc en patrimoine et en art visuel, pour venir faire vraiment tout un vaste écosystème avec tout ça. Après avoir fait la segmentation RFM, on a fait un sondage pour venir quantifier et qualifier ces données-là. Donc, avec plus d'informations. Et comme on se basait sur la revue de littérature, eh bien là, ça nous a permis de poser des questions qu'on n'aurait pas posées au départ, probablement. On se serait probablement plus concentré sur les spectateurs qui ne sont pas des membres de notre programme de fidélisation et ceux qui le sont et tester quelques hypothèses à travers ça, mais on est allé plus loin dans le sondage où on est allé mesurer euh, dans la fidélisation, ce qui est important, c'est pas juste le comportement d'achat, c'est l'attitude par rapport à la marque et la satisfaction. Ce sont des indicateurs importants parce que la vraie fidélité, elle n'est pas que comportementale, elle est attitudinale. C'est l'attitude par rapport à ta marque qui crée de la vraie fidélité en profondeur. Donc, on est venu mesurer où on se situe par rapport à ça, par rapport à nos concurrents, pour éventuellement avoir un portrait clair et donc se donner des objectifs et des cibles à atteindre en fonction de ça. Puis ça nous a aussi permis de valider notre potentiel de marché. Donc, on sait exactement pour chaque segment la valeur monétaire qu'on pourrait aller chercher en plus chez nos Mhm. clients. Donc, par exemple, pour nos clients les plus fidèles, chez nous, c'est le segment de 7 spectacles et Ouais. plus. On peut très peu augmenter les revenus de cette catégorie-là. Ils sont déjà presque au maximum de leur potentiel de dépenses chez nous. Donc, il faut travailler différemment. L'objectif, c'est pas d'augmenter la valeur monétaire de ce segment-là.
c'est de faire de ces gens-là de vrais ambassadeurs, finalement, pour qu'ils nous aident dans nos stratégies vers les segments qui achètent moins. Donc, je pense qu'on a une base solide pour réfléchir euh, quels sont les objectifs prioritaires. Puis, avec les données, notre plan d'action, il s'est presque tracé tout seul. C'est fou ça. C'est vraiment, on a pu avancer à une très grande vitesse à partir du moment où les données nous ont été fournies. Là, les jalons de notre plan d'action étaient presque tracés d'avance. Est-ce que tu as quelques insights à nous donner sur ce qui est sorti? Parce que là, tu nous as donné, ben, je peux pas vraiment augmenter les 7 et plus. Est-ce qu'il y a des choses, des actions que tu as pu poser par rapport aux données qui sont ressorties de cette étude? Ben, en fait, on est sur le point de finaliser le plan d'action. Donc, et on l'a travaillé en équipe restreinte, comme je te disais précédemment. Donc, c'est super important pour moi et pour l'équipe de projet euh, de, de communiquer ce qu'on a fait à nos collègues pour qu'ils puissent influencer nos choix aussi, parce que c'est un vaste chantier, comme on l'a dit. On n'est pas seul impliqué là-dedans, donc ça va être important que l'ensemble de nos collaborateurs dans l'équipe de Culture Trois-Rivières s'approprient justement les constats qu'on a faits, influencent ce qu'on pense être le plan d'action qui doit être déployé. Donc, on n'a pas d'action encore de fait à ce niveau-là. On pourra s'en reparler. Tu m'inviteras à nouveau Ouais, je t'inviterai au dans prochain épisode. En fait, ce que j'entends, c'est que là, vous avez posé les bases d'un plan d'action que vous allez discuter après pour que chacun puisse en fait mettre sa pierre à l'édifice et que tout le monde embrasse ce projet à son niveau. Exactement. Tu sais, Culture Trois-Rivières, on est encore une organisation qui est très centrée sur la programmation. Et donc, l'objectif, un des grands objectifs, c'est de venir rééquilibrer vers une organisation qui est plus centré sur les clients et qu'il y a un équilibre entre les deux. Ouais. Et ça, c'est transformationnel, donc ça va se faire au fil du temps. C'est en communiquant justement nos constats. Il y a des nouvelles questions qui vont émerger de nos collègues et on va continuer à aller creuser dans nos données pour répondre à ces questions-là, pour améliorer les tactiques qui vont être mises en place au fil du temps. Mais c'était très, très riche et je pense que ça va nous amener à travailler notre pratique différemment. Je peux quand même te donner un exemple sur une intention qu'on a. Le onboarding, ça va être un des aspects de la fidélisation qu'on va travailler en premier. Par exemple, pour les spectateurs, nos stratégies d'acquisition, nos campagnes amènent nos spectateurs à convertir vers un achat. Entre la transaction et le moment où le spectateur vient en salle pour la première fois, il y a souvent beaucoup de temps. Et dans les salles de spectacle, entre la transaction et le moment où il vient, souvent le seul contact qu'on a, c'est le rappel d'achat. Bon, évidemment, peut-être que la personne est abonnée à notre infolette et tout ça, mais il n'y a pas de communication spécifique. Et nous, dans notre onboarding, ce temps-là, entre la transaction et le moment où il vient pour une première fois, on souhaite vraiment le réfléchir dans le parcours pour s'assurer que la première fois qu'il vient chez nous, son expérience, elle est euh, incroyable et qu'il soit déjà dans une perspective d'être fidélisé. Ah, ben c'est sûr, il y a l'avant, le pendant et l'après. Et en fait, très souvent, on se dit, ça y est, on a vendu un spectacle, c'est bon, c'est fait. Mais en fait, le travail, il commence là. Et très souvent, le travail, il commence là et on ne le fait pas. Donc moi, je suis vraiment ravie d'entendre que vous allez faire ça. Surtout, en fait, c'est vrai que après, ça dépend. Il y a de l'achat de dernière minute, donc ça, c'est autre chose. Mais quand ils s'achètent en début de saison et qu'il se passe 6 mois avant leur spectacle, ben, t'as envie aussi de les mettre dans une espèce d'émotion pour qu'ils soient heureux et enthousiastes de venir, hein, parce que c'est facile hein, de se dire, ah, finalement, je vais rester à la maison et puis je vais regarder Netflix. Exactement, mais il y a tout un aspect c'est ça, de préparation. C'est beaucoup utilisé dans le milieu touristique. Oui. Tu sais, le moment où on les inspire, où on les engage vers un voyage, on les fait rêver.
dans notre milieu de spectacle, on utilise moins ces principes-là, j'ai l'impression. Donc, Je confirme, alors que c'est un voyage, un spectacle, hein. oui, exactement. On va à la rencontre du neuf, de l'univers d'un ou de plusieurs créateurs. Il y a moyen de maintenir, en tout cas, c- c'est ça, que ce soit présent dans l'esprit des gens de façon plus ponctuelle pour rappeler l'envie, préparer la sortie, tout ça. Donc on va, c'est ça, c'est une des premières réflexions qu'on va faire pour essayer d'améliorer cette relation-là. Alors, j'ai encore plein de questions à te poser, Kim. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce partage et tout. Tu sais que j'adhère à 200% à tout ce que tu racontes, avec toutes les discussions de 3 heures qu'on a eues de chaque côté de l'Atlantique. On peut se dire qu'on est quand même passionné par le sujet. En Euh, effet. si on pouvait prendre un petit pas de recul et on va peut-être sur un point de vue plus macro au niveau données. Est-ce que tu dirais que les données ont joué un rôle dans la transformation que tu as vécue au sein de l'organisation? Est-ce que de manière macro, tu as quelque chose à partager plus sur justement cette culture des données? Oui, en fait, c'est devenu plus clair pour l'ensemble des collaborateurs que ça amène une clarté sur la prise de décision, que la collecte de données, elle est importante pour optimiser en fait tout ce qu'on fait. Chaque dollar investi doit amener un retour sur investissement très grand. Donc, il y a vraiment une compréhension de tout ça maintenant, une soif de comprendre, de connaître pour prendre des meilleures décisions. Donc, puis c'est à tous les niveaux. C'est autant au niveau des campagnes, puis des tactiques de communication et de marketing que de nos mécanismes de gestion. Tu sais, même en ressources humaines, ils veulent mieux connecter, mieux comprendre, mieux structurer les données qu'ils acquièrent sur nos employés. Donc, c'est à tous les niveaux. Oui, c'est en fait la culture des données. J'ai l'impression que c'est un sujet. Tu sais, on en parle beaucoup. En fait, bah, il y a eu plein de moments. Alors, on a parlé de big data, là, on parle de IA, on parle de plein de choses. Tout ça, c'est de la gestion de la donnée, finalement. Ça fait très longtemps qu'on en parle avec un jargon différent, mais j'ai l'impression que ça se met en place petit à petit, finalement, dans le milieu culturel. Et là où je suis vraiment contente, c'est que ça se met en place à plusieurs niveaux. C'est sûr que tu sais, on est du marketing. Toi et moi, on sait que voilà, un dollar investi, on veut savoir combien ça nous rapporte. Mais Oui. tout ça, c'est transversal. Le temps de tes employés, c'est du temps qui est facturé, c'est du temps qui est payé. On veut savoir où est-ce qu'ils passent leur temps et comment faire que leur temps soit optimisé. Donc tout ça, c'est hyper pertinent de le regarder dans une vision plus macro et plus large. Exactement. Puis souvent, on attribue la transformation numérique à des outils, Oui. mais c'est pas ça la transformation numérique. La transformation numérique, c'est un changement de culture organisationnelle. Les outils, c'est que des moyens. Il faut réfléchir nos processus. Il faut que ce soit aligné sur nos objectifs stratégiques. Les outils, ça vient à la fin dans cette réflexion-là. Bien sûr, c'est des gros changements. Bien sûr, faut apprendre à les utiliser, ces outils-là numériques. Mais c'est que la pointe de l'iceberg, en fait, quand on parle de transformation numérique. Puis la transformation numérique, en fait, c'est comment on utilise les données. Hmm. Donc, il faut le voir vraiment dans cette perspective-là. Puis je pense effectivement que ça commence à faire son chemin. Il y a plus de compréhension de comment on doit euh, justement collecter, nettoyer, analyser à tous les niveaux, puis quels outils on utilise pour prendre les meilleures décisions, parce qu'ultimement, il y a quand même beaucoup de puissance dans ces outils-là. À ce terme-là, ça nous aide à aller beaucoup plus vite quand même, là. Donc, faut pas les négliger. Mais oui, ça fait son chemin, puis c'est beaucoup plus facile de faire les changements, je pense, aujourd'hui, parce que les gens voient les gains qu'ils font.
Oui, j'ai l'impression que ça a déclenché des choses. Je trouve effectivement, tu sais, on reparle des subventions qu'il y a eu à la sortie de la pandémie. Pense à transformation numérique qui était justement pour supporter ces projets de transformation numérique, qui étaient des montants relativement substantiels pour accompagner ce changement-là. Et je trouve que ça a déclenché quand même cet engouement-là. Je sais pas si, tu sais, il y a eu le post-pandémie, le dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la transformation numérique. Allez, hop, c'est parti, on y va. Je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'est hyper important et je pense que je l'ai dit dans mon épisode 2. Épisode 2, hein, à revoir, c'était vision, audit, priorité. Bref, le truc qu'on fait en premier, c'est de se dire, ah bah tiens, je vais faire de la transformation numérique, je vais changer d'outil. Mais il n'y a pas de réflexion profonde qui est faite là-dessus. Un outil, s'il est là pour servir une stratégie, pour Mhm. faire en sorte qu'on opérationnalise notre stratégie, il arrive à la fin du chemin, il n'arrive pas au début du chemin. Je me rends compte que finalement, plus on parle, plus je passe à travers des épisodes. Et moi, je fais un podcast, effectivement, sur la culture des données, sur la transformation numérique, sur le fait de pas de donner à de la donnée. Et en fait, je fais un podcast sur la gestion organisationnelle, la gestion du changement, quoi. Exactement, exactement. Puis c'est important aussi de mentionner que oui, l'outil, il arrive à la fin parce qu'il doit être basé sur une stratégie, basé sur des processus clairs. Mais ultimement, quand on va choisir l'outil ou les outils, parce que c'est souvent un écosystème numérique, tout ça, il y a ces outils-là, ils seront jamais adaptés 100% à notre besoin. Donc, à la fin, il faut aussi refaire la boucle sur quels sont les processus qu'on va devoir adapter parce que l'outil choisi, c'est le meilleur, mais Oui, il n'est pas parfait. Donc, il faut revoir dans oui, cette boucle-là aussi quels sont les processus qui vont être touchés par ça, qui va être touché par ça dans notre organisation pour que ces implantations-là se fassent dans les meilleures conditions possibles. Puis c'est quand on comprend ça qu'on est capable de les implanter ou de faire les changements sans trop de résistance, idéalement. oui. C'est la phase d'après. Je pense vraiment que la façon dont tu le fais dans l'organisation, comme Jean-François l'a fait, si tout le monde est impliqué au départ, si les gens comprennent pourquoi ils font les changements et ce que ça va leur apporter in fine, bah forcément, bah, tu sais, ils sont pas en bout de chaîne du changement. Ils sont pas un peu comme toi finalement au départ, tu sais, en bout de chaîne d'un processus où tu sais, t'es un pôle de service. Mais les gens, Mhm. ils sont impliqués depuis le début, donc finalement, la finalité de mettre à jour une billetterie, de mettre en place un outil de CRM, de changer leur manière de faire, ça arrive au bout d'un processus de gestion de changement et pas finalement, bah, tu sais, comme un cheveu sur la soupe, on leur en a pas parlé pendant 3 ans et tout d'un coup, ils doivent faire des changements. Là, c'est difficile, c'est délicat. Oui, effectivement, effectivement. C'est oui. Et on apprend de nos erreurs, hein. J'ai fait plusieurs changements de billetterie au fil du temps. Il y en a qui se sont passés mieux que d'autres. Et c'est à force de faire ce genre de projet-là aussi qu'on est capable d'identifier quels ont été les enjeux puis comment on peut mieux travailler la fois d'après, hein. Faut plonger, Ouais, faut tester. c'est un processus itératif, hein. Exactement, exactement. Aujourd'hui, avec tout le chemin que tu as parcouru là depuis que tu étais arrivé à Culture Trois-Rivières, c'est quoi qui te rend le plus fier ou alors oui, je sais qu'on a parlé de ton équipe, tu m'as dit que c'était un succès d'équipe, mais toi, c'est quoi qui te rend le plus fier de tout ce chemin parcouru? Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je sens qu'on a ce qu'il faut euh, pour vraiment optimiser notre relation avec nos clients. De la bonne façon, faire de ces consommateurs, tu sais, qui est, comme je te dis, là, un plus grand bassin d'insatiables culturels, que ça transforme des vies pour vrai. Je sens qu'on a vraiment une fondation solide pour faire ça. En collaboration, bien sûr, avec les équipes de programmation, hein, on est, comme tu dis, on est une équipe de service. Nous, si on a la force de frappe pour atteindre les bons publics pour les bons projets, il faut quand même que ces projets-là, on les comprenne bien aussi pour bien les communiquer. Donc, tout ça, c'est un grand travail de collaboration.
Puis ce qui me rend fière, c'est que ben, je reviens à mon équipe quand même. Mon équipe de proximité, ce sont des personnes compétentes, qui sont engagées, qui sont polyvalentes, puis qui ont envie de toujours s'améliorer. Tu sais, l'itération, là, tu l'as dit, là, c'est vraiment super important. Donc, c'est une posture mentale de mon équipe, puis ça, ben, ça me rend bien fière. Ah, ben oui, je le vois à ton sourire, je le vois à ton regard. Puis, tu sais, si tu avais un conseil pour une organisation qui voudrait aller dans la même direction que toi, mais qui ne sait pas par où commencer, tu conseillerais quoi comme premier pas? En fait, un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est un ingénieur en informatique qui me l'a donné au moment où je cherchais un outil de gestion de projet. Parce que moi, je considère que dans mon rôle, la microgestion, c'est pas possible, ça m'intéresse pas. Puis, mais j'avais un besoin de quand même de visualiser où en étaient rendus les étapes de projet, mes collaborateurs, quels sont justement pour les aider à gérer les priorités, tout ça. Donc, je sentais que j'avais besoin de cet outil-là. Mais bon, on est une équipe de service, on travaille pas seul, donc je sentais que ça pouvait devenir un vaste projet, là, ce besoin-là. Puis je me sentais bloquée. Je savais pas par où commencer, je voulais pas que ça prenne un an avant d'obtenir des résultats. Alors, cette personne-là m'a dit, quelle est la plus petite période de temps que tu es prête à perdre pour tester quelque chose qui ne fonctionnera pas? Est-ce que c'est une heure, une journée, une semaine, une année? À la fin de cette période-là, tu vas avoir appris quelque chose qui va te permettre d'aller plus loin. Donc, c'est pas du temps perdu, mais ça se peut que la solution que que tu souhaites tester, ça soit pas la bonne et que tu doives changer. Et ça, ce principe-là de segmenter les projets en plus petites étapes, puis de te dire que ça se peut qu'on se trompe et qu'on recommence à la fin de cette étape-là, on peut appliquer ça à un projet de données. Mais c'est pas vraiment du temps perdu, même si on s'est trompé, parce qu'on a appris. Et ces erreurs-là, qu'on pense qu'on a fait, on les refera pas. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder les données. Choisir quelque chose de petit, mais qui va nous permettre d'avancer. Puis l'effet boule de neige au fil du temps, il va se construire, puis après, les changements vont se faire de plus en plus vite. Ah oui, on est beaucoup tombé avant d'apprendre à marcher. Oui, exactement. Exactement. On se donne pas tant que ça le droit à l'erreur, mais c'est se donner le droit à l'erreur de travailler comme ça. Alors là, on a partagé un conseil pour les auditeurs, mais si tu pouvais aller encore plus loin pour toi demain, pour ton équipe, qu'est-ce que tu auras envie d'explorer? C'est quoi ton rêve finalement pour ton équipe? Ben, en fait, mon rêve, tu sais, quand on parle de rêve, on regarde un petit peu plus loin. Oui. C'est que après avoir travaillé la fidélisation, puis avoir une machine vraiment huilée où on est allé chercher notre plein potentiel, ou en tout cas qu'on soit dans cette marche-là de, de maximiser notre plein potentiel, là, je souhaite revenir avec les équipes de programmation vers le développement public, réfléchir ce développement-là pour qu'il soit vraiment sur le parcours de vie d'un d'un consommateur culturel. Et moi, j'ai vécu une expérience vraiment incroyable en étant formée en éducation esthétique. C'est des principes qui permettent d'activer une démarche d'investigation. Donc, nos consommateurs sont impliqués dans leur expérience culturelle et je souhaiterais réfléchir avec les équipes de programmation et de médiateurs comment les communications et le marketing peuvent les accompagner et les soutenir là-dedans pour avoir encore plus d'impact. Donc, pour moi, c'est le chantier suivant à la fidélisation. Mais c'est toujours bien, il faut toujours avoir un chantier d'avance, tu sais. Mais c'est ça, être un directeur. On voit dans notre vision ce qui s'en vient dans plusieurs années. Ouais, encore, je t'en ai demandé qu'un, parce que je pense qu'il y en a vraiment pas mal tu sais, sous le tapis, tu as dû en mettre pas mal. Ok, ça c'est pour dans un an, ça c'est pour dans 2 ans, ça c'est pour dans 5 ans, donc c'est pas mal, tu as du pain sur la planche. Mais en tout Ah cas, oui, ça n'arrête jamais.
En tout cas, je te remercie beaucoup, Kim, pour ce partage avec les auditeurs. Je veux dire, c'était encore une mine d'informations. Ils vont pouvoir s'en inspirer. Et puis voilà. Alors, cher auditeur qui a écouté Nada to Data, je t'invite à partager à un collègue si tu penses que ça peut être pertinent pour lui, à t'abonner. Et puis, bah, après, il y a encore plein d'épisodes. Il y a encore quelques épisodes avant la fin de la première saison. En tout cas, je te remercie et à très bientôt.